Bonjour, bienvenue dans l'interview à la une, le grand entretien de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir chaque semaine de présenter avec Nicolas Galup, rédacteur en chef de Nice Matin. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Avec nous aujourd'hui, un chef d'entreprise, Pierre Hippolito. Bonjour. Bonjour. Pierre Hippolito, vous avez 37 ans, vous dirigez depuis 11 ans le groupe qui porte votre nom, le groupe Hippolito, entreprise donc familiale, fondée en 1968, dont vous représentez la 3e génération, je crois. Tout à fait. À votre arrivée à sa tête en 2014, celle-ci, basée à Villeneuve-Loubet, ne comptait qu'une activité, la branche industrielle, la mobilité industrielle en particulier, et 250 salariés. 11 ans plus tard, le groupe fédère 5 branches supplémentaires, industrie, tourisme, immobilier, environnement et solutions RH, n'hésitez pas à m'arrêter si je me trompe, et 1250 salariés dans l'ensemble de la région. Au-delà de ce développement, on va dire, spectaculaire, vous êtes aussi connu pour avoir présidé l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes, l'antenne départementale du MEDEF de 2022 à 2025. Et vous êtes toujours actif dans la mobilisation patronale, dans les coulisses, on va le voir lors de cette émission, mais aussi officiellement à la coprésidence du club ETI Sud, une instance de représentation des entreprises de taille intermédiaire, celles qui emploient entre 250 et 5000 salariés. Est-ce que j'ai tout bon ? Vous êtes tout bon. Parfait, impeccable. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. On va commencer, si vous voulez bien, par l'actualité. Une question liée donc effectivement à ce qui s'est passé cette semaine. Vous, le chef d'entreprise, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans une manif lundi, place Garibaldi à Nice ? Bah écoutez, quand j'étais président de l'UPE à l'époque, je voulais déjà pouvoir manifester et montrer que les chefs d'entreprise sont visibles et pas que dans des beaux discours ou dans des salons. Et je pense que c'était important pour moi d'être solidaire avec ce mouvement pour exprimer ce ras-le-bol, cette incompréhension du gouvernement, de certains politiques envers l'entreprise, avec ces lois de finances qui sont encore anti-entreprise, avec des inquiétudes qui se vivent au quotidien, jour après jour auprès de mes collaborateurs, où il faut qu'on explique pourquoi on ne peut pas augmenter, pourquoi il y a des charges supplémentaires, et ça devient vraiment insupportable. J'ai beaucoup de clients également qui subissent des difficultés et ça fait mal au cœur quand on voit des entreprises familiales, notamment locales, qui existent depuis 30, 40, 50, 60 ans, qui me demandent des échéanciers sur 2-3 mois parce qu'ils n'arrivent plus à payer les factures. C'est la réalité aujourd'hui de nos territoires. Et c'était important que je puisse exprimer cette solidarité envers on l'a vu, il y avait mouvement. du monde. C'est une manifestation qui a connu un vrai succès, plusieurs centaines de chefs d'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Une simplification vraiment c'est la liberté de pouvoir entreprendre, la liberté de pouvoir créer de la valeur, et la liberté de pouvoir la distribuer. C'est-à-dire trop de taxes. Si on schématise, trop d'impôts. pour 2000 € de salaire, vous en payez 4000 ? Aujourd'hui, un salarié il touche 1600, ça coûte 2300 à l'entreprise. Donc forcément, ça coûte plus d'argent à l'entreprise et le salarié il en touche moins. Et chaque année, ça empire. C'est-à-dire qu'on augmente. Que ça coûte davantage à l'entreprise pour un salaire qui forcément net est moins important que le salaire brut, ça c'est logique. Oui, mais le salaire brut, c'est ce que le salarié paye de sa part, donc il touche 2000 € brut. Sur ces 2000 € bruts, il ne touche que 400 € et l'entreprise paye 300 € pour les charges patronales. Donc ça veut dire que l'entreprise prend sa quote-part et le salarié paye aussi le modèle social notamment et les retraites principalement. Donc, on a beaucoup parlé d'une explosion des taxes votées à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça veut dire que les chefs d'entreprise ont l'impression d'être la variable d'ajustement des recettes de ce pays ? Clairement, je pense que l'entreprise est la variable d'ajustement, puisque c'est une variable d'ajustement qui est calme, qui manifeste très rarement, puisque c'est tous les 15 ans à peu près qu'on va dans la rue. Et dans le calme, sans bloquer, sans poser de problème à l'activité économique. D'ailleurs, on était tellement peut-être trop poli par rapport à quelques dizaines de VTC que la couverture médiatique est plus importante pour des VTC qui ne pèsent que quelques centaines d'emplois et quelque peu de recettes fiscales. Et nous, on était plusieurs milliards de chiffre d'affaires, plusieurs dizaines de milliers d'employés représentés, et en tout cas la couverture médiatique n'était pas à la hauteur de ce qu'on pesait économiquement. Ce que vous dites aussi, c'est on défend les entreprises, mais du coup on défend les salariés. Oui. C'est votre credo. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que le chef d'entreprise, avant tout, d'abord il est salarié, il est travailleur, mais il défend aussi ses travailleurs, ses salariés. Parce que quand on ne peut pas les augmenter, vous savez, la semaine dernière j'étais en négociation annuelle avec mes représentants du personnel, quand je leur explique que je dois me battre pour 0,1%, que je ne peux pas les augmenter à 0,1% près, 0,1% c'est 2 € en moyenne d'augmentation de salaire par mois. Donc aujourd'hui je dois expliquer que je dois jouer à 2 € près pour trouver de l'équilibre financier. Il n'y a pas un peu de pingrerie là-dedans ? Non, il y a une réalité, c'est que si à 2 € près, on peut passer dans le rouge aujourd'hui, une entreprise comme la mienne. Et juste, je vous donne l'exemple, l'augmentation de la mutuelle
sans la taxe encore qui a été proposée, c'est 4 euros de surcoût pour le salarié. C'est-à-dire qu'il va avoir une baisse de pouvoir d'achat de 4 euros, et moi je suis obligé de faire attention à 2 euros près quand je négocie mes augmentations. Et la réalité, c'est que nos représentants le comprennent. Alors on va augmenter plus que 2 euros bien sûr, parce qu'on a les moyens, etc. Mais on doit faire attention à 2 euros près par mois. On en est là aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Vous imaginez le temps qu'on perd pour discuter de 2 euros, alors qu'on doit créer, et on crée des millions d'euros de fiscalité contributive, des milliers de salariés. C'est vachement frustrant pour un chef d'entreprise comme moi, d'une entreprise familiale, et c'est très frustrant auprès de mes collaborateurs. Et vous savez ce qui est le plus frustrant ? C'est qu'ils le comprennent et qu'on est dans le même bateau. Sur la question de l'entreprise, alors il y a la majorité des entreprises qui sont dans votre cas, et puis il y a quand même des entreprises qui font des super profits. Est-ce que ces quelques entreprises-là, ne doivent pas quand même contribuer un peu plus ? Moi, je pense qu'il faut contribuer en fonction de la création de la valeur qu'on crée. Moi, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, moi, j'ai 1200 collaborateurs, on reverse quasiment pas de dividendes, tout est reversé dans l'entreprise, dans les augmentations de salaire. Il y a un modèle d'entreprise où si je vends à un fonds de pension, je serai 100 fois plus riche que ce que je suis aujourd'hui, à titre personnel. Et je pourrais très bien vivre avec 2 assistantes qui font mes factures d'immobilier, je ne créerai pas de valeur et je gagnerai plus d'argent. Là, c'est normal de contribuer. Par contre, quand on crée 1200 emplois, c'est aussi normal d'être rémunéré, donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Et davantage prendre en compte effectivement la création de exactement, richesse. La contribution à notre pays. Ouais. Aujourd'hui, un entrepreneur qui contribue à son pays doit pouvoir le faire et doit pouvoir être non spolié. Et un entrepreneur qui ne contribue très peu à son pays, c'est normal qu'il soit taxé. Moi, taxer les rentiers, j'ai pas de problème. Est-ce que finalement taxer le travail, ça me pose problème. Le travail des entrepreneurs également. Est-ce que finalement, ça veut pas dire que nos politiques comprennent mal l'entreprise ? Parce que si on vous écoute, en fait, il y a autant de types d'entreprises que d'entreprises qui existent. Ça veut dire que la vérité pour vous n'est pas celle de Virbac ou d'Amadeus dans la région, par exemple. Oui, tout à fait, ou de LVMH à Paris, si on prend des exemples extrêmes. Mais oui, il y a autant d'entreprises, de modèles de chefs d'entreprise que d'entreprises. Donc forcément, il faut la connaître, il faut creuser. Et quand vous discutez avec beaucoup de partis, ils vous disent il faut taxer l'entreprise. Quand vous dites non, mais on est des PME, des commerçants, non, mais vous n'êtes pas des entreprises, on compte pas, on part pas pour vous. Non, mais à un moment, il faut être cohérent. Donc oui, il faut faire de la pédagogie. Création de richesse, contribution territoriale, contribution au pays, à notre pays. Pas, quoi. Exactement, c'est la contribution qui compte, la création de valeur. Pierre Hippolito, sur la taxe Zuckman, il n'y avait absolument rien à sauver. On rappelle le grand principe, un impôt plancher de 2% sur les 1800 plus hauts patrimoines. Vous êtes contre ? Moi, je suis contre taxer le patrimoine. Je suis pour taxer les revenus du patrimoine. C'est 2 choses qui sont différentes. C'est-à-dire, vous avez un appartement, on ne taxe pas votre appartement. Par contre, vous avez des loyers. Au-delà d'un certain montant de loyer, je suis pour le taxer, parce que vous avez un revenu et vous pouvez payer une taxe et un impôt. Donc c'est ça la différence qui n'avait pas été bien construite dans la taxe Zuckman, c'est qu'on taxait un patrimoine qui ne dégageait pas de liquidité ni de revenus. C'est comme un appartement, vous héritez d'un appartement, si vous ne pouvez pas payer vos frais de succession, vous êtes obligé de le vendre. Par contre, si vous avez un appartement avec des loyers qui rentrent, vous pouvez payer des impôts sur les loyers et déduire les impôts de ces loyers. Donc en réalité, vous demandez un petit peu plus de dentelle dans l'élaboration du barème et des taxes. Il faut contribuer en fonction de payer en fonction de ce qu'on contribue, de ce qu'on touche réellement. Voilà. Au-dessus des très hauts salaires, c'est normal qu'on ait des impositions qui augmentent. Au-dessus de certains montants de revenus locatifs, ça ne me pose pas de soucis. Moi, vous savez, je fais partie de chefs d'entreprise qui se disent qu'au-delà d'un certain montant de rémunération, on n'est pas plus heureux. Hein. Donc ça ne me pose pas de problème de le taxer. Hein. Ouais. La proposition... amasser les fortunes sans fin. Mais sans fin. Et vous le voyez d'ailleurs, la plupart des grands milliardaires font après des fondations, font des dons et veulent déshériter une partie de leurs enfants. Donc ils ont compris qu'au bout d'un moment, ça détruit de la valeur d'avoir trop d'argent. Hein. Donc je pense que ça, c'est un débat de société qu'il faut qu'on ait. Il y avait une proposition à l'époque de dire il faut limiter à 15, 20, 30 fois le salaire du patron par rapport au plus bas salaire de l'entreprise. Ça me semble être des pistes de discussion. Ouais. Après, les grands talents, il faut qu'ils puissent vivre correctement et puis il faut surtout qu'on soit dans un marché mondial. Donc si la France fait une règle et que c'est pour que nos talents aillent gagner 30 fois plus ailleurs, ça posera problème. Ouais, on n'aurait pas gardé Mbappé si c'était un chef d'entreprise. Pour revenir à cette manifestation de lundi, est-ce qu'elle n'a eu lieu qu'à Nice ? On a eu le VAR qui a initié ça la semaine d'avant, donc l'Union patronale du VAR qui avait montré la voie. Il y a quelques autres territoires qui commencent à se poser des questions, mais pour l'instant on est dans le sud plutôt des gens motivés, engagés, plus que dans d'autres territoires. Et ça veut dire que la situation est pire ici ? Non, je pense qu'on est plus engagé et qu'on est plus courageux.
D'accord, il y a davantage de mobilisation des patrons. Et vous y avez pris goût aux manifestations, parce qu'effectivement, vous parlez d'impact médiatique, mais c'est peut-être le début d'une machine et d'un mode de revendication aussi. En tout cas, on ne s'interdit rien. Moi, je ne suis que le conseiller du président maintenant, donc j'ai plus des fonctions complètement statutaires à l'UPE. Mais pour avoir échangé avec Franck Canata, il est clair que on va regarder comment... Successeur à l'UPE. Mon successeur, pardon, excusez-moi. Il est clair qu'on va continuer à surveiller le dossier. Et si on n'est toujours pas entendu et que ça continue dans ce sens-là, je pense qu'il y aura d'autres mouvements qui seront peut-être sur une autre forme. Là, on a été très poli et très mesuré. Je pense qu'il y a quand même une grande frange de nos chefs d'entreprise qui ont envie qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on soit beaucoup plus fort. Je vais prendre les exemples des agriculteurs, qui sont des chefs d'entreprise, je le rappelle quand même, qui gèrent des exploitations agricoles, et qui n'ont rien de différent à part un capital sympathie plus important qu'un patron de PME ou de TI. Mais eux, ils sont sur des méthodes différentes, et a priori, l'Europe les écoute quand on dépose du fumier devant le Parlement européen, on est plus écouté quand on fait un rassemblement place Garibaldi sans fumier. En préparant cette émission, votre entourage m'a dit que 2025 avait été une année très compliquée au niveau des affaires. Pourquoi ? Le monde économique est difficile. On a, comme je vous le disais, il y a une grosse difficulté dans les entreprises, c'est la trésorerie. Aujourd'hui, on a une activité économique qui se maintient, on a un investissement qui diminue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne croient plus forcément en l'avenir, et donc quand on ne croit pas en l'avenir, si je prends par exemple les camions, on n'achète pas un camion pour les 10 prochaines années, on va se dire on verra l'année prochaine. Donc on a des marchés qui diminuent, nous on a beaucoup de clients qui ont été fragilisés, et donc forcément quand nos clients sont fragilisés, nous-mêmes on est fragilisés. On a la chance d'être, moi je suis la 3e génération, donc on a pu mettre de côté, donc on s'en sort, mais c'est difficile tous les jours. Ouais. Aujourd'hui, mes équipes, on se bat tous les jours pour essayer de pouvoir continuer à investir, continuer à regarder de l'avant, et on a pour l'instant gelé nos investissements. Oui, bien sûr. Et pourtant, quand on lit le rapport de la Banque de France qui est paru hier, on se rend compte qu'il y a encore des perspectives de croissance. On a l'impression qu'il y a une décorrélation entre les ambitions, enfin les réalités, les concrétisations économiques, la réalité économique effectivement, et puis l'ambiance politique générale. On a l'impression que les patrons sont plus résilients. Alors l'entreprise est plus résiliente que la politique en ce moment, ça c'est une certitude. Après, vu le niveau de la politique, je ne suis pas certain qu'on doit s'en satisfaire. Quand on voit les perspectives de croissance, on parle de 1%, 1,2%, 1,5%. Il faut savoir qu'en dessous de 2%, on ne paye pas les intérêts de notre dette. Donc c'est-à-dire qu'on s'endette plus. Donc on est quand même potentiellement en décroissance. Les chiffres, on en fait toujours dire ce qu'on veut, et les politiques sont très forts pour ça. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs, on est dans notre quotidien, et à un moment, de toute façon, il faut payer les salaires à la fin du mois, donc on n'a pas le choix. Vous avez toujours du mal à recruter ? Il y a toujours un peu des tensions de recrutement. Alors forcément, comme il y a moins de besoins parce qu'il y a moins de dynamique économique, il y a un peu moins de difficultés. Pour autant, il y a des métiers qui sont en forte tension. Les métiers techniques restent des métiers très compliqués. Les comptables, par exemple, ce sont des métiers qui sont aussi très compliqués pour le recrutement. Donc oui, ça reste une difficulté majeure. Il y a du boulot, en gros, oui. Mais peu de candidats. Oui, nous, on a encore une vingtaine d'offres d'emploi pour voir dans le groupe, par exemple. Donc, oui. Sur ces métiers-là, technique comptable. Voilà. Après, on était à 60, 70, 80. Donc c'est... À propos de votre groupe, 2026 s'annonce comme une année historique parce que vous avez changé de statut. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que vous visez ? Écoutez, on a toujours eu, comme toutes les entreprises familiales, une logique sociétale. La RSE, ça s'appelait, ça s'appelle toujours d'ailleurs. Et nous, il y a un autre concept qui me plaisait bien, c'est la RTE, la responsabilité territoriale des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle est attachée à son territoire, elle vit dans son territoire, et elle ne peut pas s'en passer en fait. Et donc pour aller plus loin, on va devenir société à mission. Nos statuts ont été déposés cette semaine. Et donc on a une raison d'être, et on a formalisé des objectifs et le pourquoi on existe en tant qu'entreprise Groupe Hippolito. Quel est notre but sociétal? Et notre but sociétal, c'est de développer notre territoire, de maîtriser nos chaînes de valeur et de contribuer à ce que notre territoire rayonne, grandisse, parce que s'il grandit, on grandira, et si on grandit, nos collaborateurs et les citoyens de ce territoire grandiront. Et qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Ça nous impose des objectifs qui seront contrôlés par des organismes extérieurs pour voir si notre discours et nos statuts sont conformes à nos actions. D'accord, vous n'avez pas de doute là-dessus ? Si on s'engage, c'est qu'on est prêt à le tenir. Évidemment, bien sûr. Une question difficile maintenant, Pierre Hippolito. À vos yeux, qu'est-ce qui est le plus important, un client ou un collaborateur ? Vous pouvez dire les deux, ce sera accepté. Dans mes discours, je dis les deux parce que sans client, on n'a pas de collaborateur, et sans collaborateur, on n'a pas de client. Donc les deux sont intrinsèquement liés, je dirais que c'est les plus importants. Avant les partenaires, avant la rentabilité, c'est le client qui est le roi, c'est lui qui décide, et il a le pouvoir de nous virer tous, plus que le patron. Et le collaborateur, parce que s'il n'est pas là, on n'arrive pas à produire. Donc une entreprise, c'est des clients et des collaborateurs.
Alors maintenant, vous pensez que votre génération a changé de ce point de vue-là, sur ce rapport-là, par rapport à ceux qui vous ont précédé à la tête de l'entreprise? Je pense pas. Pour avoir beaucoup... moi, j'étais très éduqué par mon grand-père qui avait un fonctionnement d'entreprise patrimonial, paternaliste. En fait, quand on a un management paternaliste, on s'intéresse à nos collaborateurs, c'est notre famille. On a juste changé le format, maintenant on y met des rapports, on est obligé de le formaliser. Mais l'état d'esprit... dans le privé peut-être aujourd'hui, par rapport au paternalisme de l'autrefois? Moi je crois au management paternaliste. Après, ça dépend de comment on le transmet, comment on le met en avant. Mais moi, je trouve que l'important, c'est l'épanouissement de nos collaborateurs, quel que soit notre management et quelle que soit notre forme. Je reprends souvent l'exemple de Michelin à Clermont-Ferrand. Il y avait un fonctionnement totalement paternaliste où on logeait les gens, on les éduquait, on faisait les loisirs. Ricard, pareil. Et je pense que de la naissance jusqu'à la mort. Toute la famille. Et je pense qu'ils étaient heureux. Je pense pas qu'ils étaient moins heureux qu'aujourd'hui un collaborateur qui est complètement détaché de son entreprise. Donc l'important, je pense que c'est notre fil conducteur, c'est comment on peut épanouir nos collaborateurs, comment ils peuvent être heureux et comment ils peuvent se développer financièrement pour construire une évolution pour leur famille à eux aussi. Alors vous en avez dit un petit mot sur le changement de statut, parce que pour moi c'est lié, mais une petite explication de texte quand même. Vous êtes très attaché à la responsabilité territoriale de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie ? Une entreprise, elle vit dans un endroit. Comme vous habitez dans un quartier, une entreprise, elle est dans un quartier, dans un territoire. Vous, c'est Villeneuve-Loubet. Nous, le siège est à Villeneuve-Loubet et on rayonne dans toute la région, principalement dans les Alpes-Maritimes et puis dans toute la région sud. Globalement, quand vous êtes dans ce quartier-là, vous êtes intéressé par ce quartier-là. Vous avez votre boulangerie, vous faites vos courses, vous avez vos loisirs, enfin voilà, c'est votre lieu de vie. Une entreprise, c'est pareil. Elle peut pas se couper de son territoire. Si elle se coupe de son territoire, elle ne peut pas recruter les bonnes personnes, elle contribue dans les clubs de sport, elle contribue dans du mécénat auprès de la culture, donc c'est ce que vous faites, elle paye des impôts. Et en fait, une entreprise, elle est intimement liée à son territoire. S'il n'y a plus de territoire, il n'y a plus d'entreprise, comme s'il y a plus de... Je mettrais client, collaborateur, territoire. C'est ça qui nous doit nous guider, c'est le triptyque. Sur la question de l'écosystème, est-ce que notre région, notre département sont suffisamment business-friendly ? Ça veut dire pro-business, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Globalement, on a un territoire qui est plutôt assez ouvert pour les entreprises. On a des politiques plutôt libérales depuis maintenant de plusieurs décennies, que ce soit dans l'ensemble des agglomérations et au département, à la région y compris. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas écouté de ce côté-là et qu'on n'est pas favorable. Après, on a quand même le tourisme, qui est des fois l'arbre qui cache la forêt. Et il est important de dire que l'économie, c'est pas que le tourisme. C'est d'autres choses. Et donc, c'est aussi important de comprendre comment on peut mettre un terreau fertile pour que les entreprises hors tourisme puissent se développer. Et pour ça, il y a deux choses importantes. C'est la disponibilité du foncier. C'est-à-dire qu'il faut un terrain pour que l'entreprise puisse se développer. Et il faut des emplois et des formations qui correspondent à notre tissu économique. Parce que si on n'a pas les bons collaborateurs formés, ça ne marche pas. Et puis, il faut des taxes qui soient acceptable et pas plus de taxes que dans d'autres régions, parce que bon, il y a certaines taxes, vous le savez, par exemple le versement mobilité régional, c'est un sujet que j'ai porté fort. Il n'y a pas toutes les régions, alors je ne vais pas spoiler la suite, mais en tout cas voilà, il faut qu'on soit équilibré en termes de fiscalité également. Votre groupe a-t-il des ambitions nationales, internationales ? Non, pas du tout. Nous, on a une culture territoriale. Comme on veut être proche de notre territoire, on veut le connaître, on veut être proche de nos collaborateurs, on veut être proche de nos clients. La limite de ça, c'est qu'on ne peut pas s'étendre dans le monde entier. Donc vous apprenez le japonais pour le plaisir ? C'est uniquement pour le plaisir, mon cher. Tout à fait. Juste un petit mot, parce que vous l'avez effleuré. Vous considérez qu'il y a assez d'appréciation pour l'industrie dans ce département, dans cette région ? Est-ce qu'on n'en fait pas beaucoup pour le tertiaire qui est moins consommateur d'espace, moins polluant ? Est-ce que vous qui êtes sur ces deux métiers, est-ce que vous considérez que les industriels sont suffisamment bien traités dans le département ? Alors, on est plutôt bien vu par nos politiques et puis par le débat national politique. Après, il y a le discours et les réalités de fait. Alors, juste, les industries ne sont pas toutes polluantes. Il y a des industries qui polluent moins que le tertiaire. Donc, il ne faut pas non plus toujours faire des raccourcis. C'est important de le dire. Donc, je pense que le problème, c'est le foncier qui nous crée des problèmes. On n'a pas une culture industrielle parce qu'on a un foncier qui est cher. Ça, c'est une réalité. On ne sera jamais une terre industrielle comme le nord de la France. Par contre, on peut avoir des industries de proximité pour avoir des savoir-faire industriels. Nous, on a repris des entreprises qui allaient fermer, qui n'avaient pas de repreneurs avec 7, 8 salariés parce que c'était trop compliqué, parce qu'il n'y avait pas de foncier disponible. Et nous, on a pu mutualiser les choses, donc on a réussi à le faire. Et je pense que ce savoir-faire industriel, même dans notre territoire, il faut qu'on arrive à le conserver. On a à Magnan
pour les Niçois ou dans la vallée du Paillon, c'était des terreaux industriels qui sont quand même désindustrialisés à cause de la pression foncière, donc il ne faut pas abandonner. Par contre, il faut peut-être qu'on pense à l'industrie de demain et à l'industrie de proximité. À propos d'avenir, le 17 octobre, vous avez organisé une réunion publique dans vos locaux de Villeneuve-Loubet pour, disiez-vous, construire une nouvelle gouvernance. D'abord, comment s'est passée cette réunion ? Très bien passé. Écoutez, moi c'était important parce que je connais bien les sphères de l'entreprise, du monde économique, mais on est des fois un peu dans l'entre-soi, donc c'était aussi important de pouvoir discuter avec le grand public. C'était ouvert à tous. C'était ouvert à tous, donc il y avait des fonctionnaires, il y avait des travailleurs du public, du privé, il y avait des chefs d'entreprise aussi, bien sûr, des professions libérales, des médecins. Et donc en fait, je voulais pouvoir échanger un peu de mon expérience à l'UPE dans un monde un peu plus large pour voir s'il y avait des convergences d'idées. Et le sujet majeur qui en est ressorti, c'est qu'au final, on n'a pas un problème d'idées en France ou dans nos territoires, on a un problème de gouvernance qui empêche de mettre en place ce qu'on devrait faire. Donc je suis maintenant contre le débat d'idées, je suis pour un débat de gouvernance, et malheureusement dans la politique, personne ne porte un sujet de gouvernance. Est-ce que la Ve République, est-ce que nos instances parlementaires, est-ce que notre fonctionnement, notre millefeuille administratif entre la région, le département, les collectivités, a du sens pour pouvoir changer et réformer notre pays. C'est le fonctionnement que vous proposez de rénover. Voilà, et je suis convaincu, c'est ma conviction, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le fonctionnement qui nous permet de changer et de nous réformer. Elle va déboucher sur quoi cette réunion ? Écoutez, il y en a beaucoup qui veulent en faire d'autres, qui veulent les élargir. Après, j'ai beaucoup d'engagement, et donc à un moment, je ne peux pas tout faire non plus. Et puis, c'était censé être aussi un mouvement collectif, donc le but, c'est pas, j'ai pas vocation à prendre le leadership dans ces réunions. Moi, j'ai insufflé la chose, mais... C'est un lancement politique ? C'est pas un lancement politique, c'est un lancement pour peut-être peser sur la politique. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que quand on est des citoyens engagés, quand on voit dans quelle situation on est, à un moment on a une responsabilité individuelle peut-être de s'engager, on a une responsabilité peut-être collective de faire évoluer les choses. C'est trop facile de critiquer, de dénigrer. À un moment, il faut... Moi je veux pouvoir critiquer. Je veux pouvoir critiquer, ouais. Mais pour pouvoir critiquer et me regarder dans la glace, il faut s'engager. Par le maximum. Justement, vous dites très friand de politique, hésitant à vous engager, c'est vrai ? C'est vrai. Vous savez, quand vous êtes engagé dans le monde patronal, dans le monde syndical, que vous fréquentez les élus, que vous proposez des plans, que vous proposez des choses qui certaines fois aboutissent et d'autres fois qui aboutissent pas, c'est la frustration du chef d'entreprise. Quand je suis dans mon entreprise, j'ai les libertés d'action pour pouvoir faire à peu près tout ce que je veux. Quand on est obligé de discuter avec les politiques, c'est le politique qui tient le silo à la fin, avec ses contraintes. Vous avez des horizons plus larges. Oui, parce que pour votre gestion d'entreprise. L'entreprise est dans un territoire. Et mon territoire dépend aussi des politiques de ce territoire. Et des politiques de la France, mais des politiques du territoire. Donc forcément, à un moment, je veux pouvoir peser pour que les choix politiques soient les bons pour mon entreprise, pour toutes les entreprises et pour les travailleurs de ce territoire. Alors, si on parle politique, est-ce que vous êtes de droite ? Moi, je trouve que droite, gauche, c'est un clivage qui est has-been. Les partis ne parlent plus aux gens. Il y a des très bonnes idées à gauche, il y a de très bonnes idées à droite. Je vais prendre des exemples. Un peu plus loin que les partis, c'est un grand courant de pensée. Je suis plutôt libéral. Je suis libéral. Voilà, est-ce que être libéral, c'est être de droite ? Je sais pas. Il me semble qu'on avait des libéraux de gauche, il fut un temps. Mais voilà, j'écoute aussi beaucoup ce qui peut se dire à LFI, avec qui je ne partage pas forcément beaucoup d'idées économiques. Mais je pense qu'il y a des sujets sur lesquels, par exemple la taxation des plus hauts revenus, la répartition de la richesse, c'est des sujets qui sont des sujets sociétaux qu'il faut mettre sur la table. Et je pense que la droite, en tout cas, devrait pouvoir aussi poser ces questions-là ouvertement, et qu'on ait un débat sociétal, ça ne veut pas dire qu'on est pour. Et concrètement, sur l'engagement. Alors voilà, sur l'engagement, on va vous poser les questions clairement. Pierre Hippolito, est-ce que vous serez candidat à Villeneuve-Loubet au municipal ? Non. Non, j'ai que mon entreprise à Villeneuve-Loubet. Moi, j'habite à Nice et j'ai passé. Alors, vous me tendez la perche, Nice, on en parle aussi. Votre non-circule, c'est exclu. Vous êtes sur une liste, là, peut-être pas. Non, moi, ce qui m'a surpris, c'est que déjà, moi, j'ai des personnes qui m'ont appelé en me disant que j'étais sur des sondages sur la ville de Nice. Ah oui, on va parler aussi. Ça vous a flatté d'être Alors, ça m'a surpris. Flatté, je dirais pas jusque-là, parce que je suis pas connu du grand public. Juste pour contextualiser, donc c'était un sondage qui est sorti il y a à peu près un mois et demi pour évaluer en fait les personnalités niçoises dans l'optique des municipales, et effectivement, votre nom était cité parmi les personnes parmi les personnes du sondage. Oui, ça fait pas de mal à l'ego, je pense que ça tout le monde le prend, mais pour autant c'était plutôt la surprise, parce que c'est vrai que jusqu'à présent j'ai toujours été à côté de la politique, ou au-dessus de la politique, donc forcément ça m'a surpris, ça m'a questionné, je me dis mais pourquoi ?
Et Vous l'avez pas finalement, mal pris. non, je l'ai pas mal pris. Ce qui est certain, c'est que je pense que tous les citoyens peuvent s'engager, sont légitimes pour faire de la politique. Et c'est pas parce que je suis chef d'entreprise que je suis plus ou moins légitime. Je suis avant tout un citoyen, donc Nice, ça m'a pas surpris. vous pourriez être sur une liste en mars? Si je m'engage en politique, ça sera uniquement sur le territoire métropolitain, oui, pas sur... Donc ça veut dire que vous serez sur une liste? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que si je m'engage en politique, ça sera plutôt sur le territoire de Nice, parce que la métropole, c'est celle qui a la compétence économique, c'est là où on a un poids économique plus important. Mais du coup, vous serez sur une liste en mars? Non, aujourd'hui 31 décembre, et c'est ce que j'ai dit, parce que j'ai échangé, sans indiscrétion, j'ai échangé avec les 2 candidats principaux pour la ville, que je connais, que j'ai côtoyé, que je respecte bien évidemment, qui m'ont pour certains proposé beaucoup de choses. Je leur ai dit, et je vous dis la même chose, jusqu'au 31 décembre, je clôture mon année, je m'occupe de mon entreprise. En janvier, février, mars, je pense que je m'impliquerai d'une façon ou d'une autre pour peser dans le débat politique sur les volets qui me concernent, c'est-à-dire le volet économique, emploi par exemple. Est-ce que ça sera sur une liste? Probablement pas. Est-ce que ça sera en tout cas dans le périmètre politique? Probablement que oui. La présidence de la CCI, ça peut vous intéresser? La CCI, il y en a aussi beaucoup qui... c'est pas des sondages, mais... Oui, mais parce que c'est pour ça qu'on vous pose la question. Parce que ça n'intéresse personne, la CCI du grand public. Hein. La vraie question, c'est est-ce que les CCI parlent aux gens? Est-ce que les CCI ont de l'avenir? La Chambre de commerce et d'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie, Emmanuel Macron a plutôt réduit ses capacités d'investissement. C'est le monde économique, la chambre de commerce, donc on a de la chance d'avoir une chambre de commerce qui est ça vous intéresse moins que la politique aujourd'hui? Je pense qu'on a plus de capacité à agir en politique qu'à la chambre de commerce. Ouais. Il y a une question très indiscrète, mais vous êtes donc inscrit sur la liste électorale à Nice. Pour qui vous voteriez aujourd'hui au municipal? S'il y avait ce sondage pour lequel on vous appelait, vous voteriez pour qui dans les candidats connus? Pierre Hippolito. Voilà. Ça veut dire que voilà, vous ne serez pas forcément sur la liste d'un autre, mais peut-être votre propre liste alors. Pourquoi un citoyen peut monter sa liste aussi, bien donc sûr, voilà, bien après on a un contexte qui est compliqué aussi, donc mais oui, ça il a déjà les pirouettes de l'homme politique. Bravo Pierre Hippolito. Une dernière petite question, puis après on vous montrera une galerie de portraits avec Fred Maurice. C'est un autre sujet. Depuis le printemps, vous êtes réserviste des armées. En quoi ça consiste et pourquoi ce choix? D'ailleurs, ça vous a venu une blessure, si une petite blessure, tout à fait. Écoutez, j'ai toujours eu une sensibilité militaire, puisque j'ai voulu faire Saint-Cyr quand j'étais jeune. Finalement, j'ai eu une carrière dans l'entrepreneuriat, c'est très bien aussi. J'ai noué des relations assez fortes avec l'armée quand j'étais à l'UPE 06, pour rapprocher le monde militaire du monde civil. Je voulais déjà pouvoir m'engager aussi pour mon pays. Au-delà de ce que je peux faire en tant que chef d'entreprise ou bénévole dans des associations, finalement, c'était le bon moment pour moi de m'engager. Donc, la réserve, il faut savoir que tout le monde peut s'engager en réserve, quel que soit son profil, quel que soit ses diplômes. C'est un temps à allouer dans l'année, donc c'est entre 10 et 100 jours par an. Donc c'est assez flexible aussi, les contrats, en fonction de ses compétences, en fonction de son profil. Il y a forcément un besoin à l'armée. Et donc ils ont sur mon profil, je voulais aussi montrer l'exemple que les chefs d'entreprise peuvent s'engager dans l'armée en tant que réserviste. Donc moi je suis donc au 3e régiment d'artillerie de marine à Canjuers, donc les canons César qui ont fait la une. Donc je vais pas dire que c'est pas moi qui mets les obus parce que j'ai pas le physique, mais en tout cas j'essaye d'amener ma compétence, mon regard extérieur dans l'armée, dans une situation avec des codes différents, et pour moi c'est aussi contribuer à mon pays d'une certaine façon. Comment vous trouvez le temps? Le temps, on l'a toujours. Quand même que votre entreprise doit vous prendre déjà beaucoup de temps en plus de vos engagements syndicaux. Alors, pour l'armée, on est entre 20 et 30 jours, donc déjà, on peut faire un peu le week-end aussi, ça, c'est pas interdit. Et oui, forcément, j'ai des grosses journées, mais quand on est engagé, passionné, on voit pas le temps passer, et la fatigue, elle est souvent dans la tête quand on est malheureux. Quand on est heureux et passionné, on n'est jamais fatigué. Très bien, on va enchaîner, si vous voulez bien, donc effectivement, comme vous l'a dit Nicolas, avec une galerie de portraits. Une phrase pour chacun des portraits qu'on va vous présenter, si vous voulez bien. On commence, si vous voulez bien, par Éric Ciotti. Une phrase à chaque fois. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Il m'inspire un courage politique certain et une envie d'avancer. Christian Estrosi. Un bâtisseur visionnaire. Jean-Pierre River. Un des rares qui a réussi dans le sport. Vous comprenez son engagement, ça risque pas de nuire à sa carrière, à sa réputation, à sa notoriété?
quand on s'engage en politique ou quand on s'engage dans la société quelle qu'elle soit, on se fait des ennemis. Donc forcément, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc forcément, une partie ça nuira à son image et une autre partie aimera. Donc je pense que c'est un acte courageux qu'il a fait. Vous dites chapeau. Je dis, c'est un acte courageux, bravo. Ouais. On rappelle donc qu'il est candidat sur la liste d'Éric Ciotti aux élections municipales de Nice pour devenir premier adjoint. Et ancien président de l'OGC Nice. Lionel Lucas, à présent, Pierre Hippolito, le maire de Villeneuve-Loubet. Voilà, maire les Républicains de Villeneuve-Loubet. Un homme libre, courageux, de proximité, indéboulonnable. Ouais. Avec une personnalité un peu particulière parce que c'est quelqu'un qui brouille les pistes. Par exemple, c'est quelqu'un qui réévalue les impôts chaque année. Oui, à Villeneuve-Loubet. C'est un homme politique libre au-delà de tout parti et qui du coup a ses convictions personnelles qu'il assume. Et pour moi, c'est ça la politique, c'est d'assumer ses convictions. Autre portrait à vous montrer, celui de Renaud Muselier, le président de la région Sud, avec un petit sourire, Pierre Hippolito, puisque vous avez ferraillé avec lui sur le versement mobilité régionale, une taxe donc mobilité. Un homme engagé, marseillais de cœur. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Pour un Niçois. Pour un Niçois, c'est pas un défaut. Qui a besoin d'être assuré de l'ensemble de soutien et qui n'est pas très ouvert à un débat et à des critiques. Ah, quand même. Ouais. Et là, vous pensez en particulier au versement mobilité régional, avec lequel vous avez fait. Je parle de mon expérience personnelle, voilà. Donc moi, je pense que on doit pouvoir être en désaccord sur certains sujets, pouvoir débattre, sans pour autant être dans des relations d'ennemis. Moi, je suis pas ennemi avec Renaud Muselier. Il a fait plein de bonnes choses pour la région, mais en tout cas, pas le versement mobilité régional a été une erreur et une grosse erreur. Finalement, qui n'a pas été mis en œuvre. Hein. Si, il a été mis en œuvre. La totalité du projet. Il a été mis en œuvre en 2025 et il a été réduit de moitié en 2026. Ouais, c'est pour ça. Donc reconnaître 2 mois après la mise en place que je le réduis de 50% montre une incohérence clairement de ligne de conduite. Allez, autre portrait. David Lisnard, le maire Les Républicains Nouvelle Énergie de Cannes. La personne avec laquelle peut-être intellectuellement je suis le plus aligné. Qui essaye de faire un pas de côté en politique, dans le programme, dans le contenu, dans la vision. Il parle beaucoup de gouvernance, si vous regardez. Absolument. Plus que d'idées. Et je pense que son approche sur la gouvernance et sur la simplicité des choses me paraît être du bon sens, que j'apprécie particulièrement. Sébastien Lecornu, notre Premier ministre. Un réserviste, oui, absolument. Un très bon ministre des Armées, qui est engagé pour son pays, avec qui j'ai le plus grand respect. Pour autant, aujourd'hui, je pense qu'il est dans une gouvernance qui ne permet pas il ne peut pas réussir et s'épanouir, et en tout cas, aujourd'hui, c'est pas un succès. Emmanuel Macron, président de la République. Président brillant, intellectuellement, mais est-ce un homme de conviction et est-il prêt à se sacrifier pour son pays? Je ne sais pas. Il a dépassé les clivages que vous fustigez tout à l'heure. Oui, clairement, il a réussi à faire ce pas de côté pour créer un nouvel esprit politique. Après, est-ce que la France va mieux qu'il y a 9 ans? Je pense pas que la France aille mieux. Donc en tout cas, si on regarde ce volet-là, c'est pas un succès. C'est sa responsabilité? Quand on est le numéro 1, on est responsable. On est tous responsables collectivement de beaucoup de choses, mais plus on monte dans une chaîne hiérarchique, plus on est responsable et plus on doit assumer ses actions et ses actes. C'est le cas dans l'entreprise, c'est le cas dans la politique. Donc oui, des responsables. Jordan Bardella, un impétrant. Président du Rassemblement National. Et plus jeune que moi. Ouais. Maintenant en politique, ils sont tous plus jeunes que moi. Donc, quasiment 10 ans moins que vous, effectivement. Ouais. Je le connais pas. En tout cas, quelqu'un qui parle bien, qui défend ses idées, et qui m'a l'air d'être engagé. Après, sur l'économie, vous inquiète? Pour l'instant, ça reste encore un peu flou. C'est ça le problème, c'est que... Mais pour tous les partis. Voilà. À la limite, c'est LFI qui a le programme le plus clair économique. Les autres, il y a quand même encore un petit flou. Justement, Jean-Luc Mélenchon, c'est le suivant. Jean-Luc Mélenchon, un orateur brillant, avec qui je ne partage pas beaucoup d'idées, et qui aurait pu travailler un peu dans le privé avant de pouvoir peut-être faire des généralités. À gauche, Marine Tondelier. Les écologistes. Oui. J'ai eu l'occasion de l'écouter à la REF, la rencontre du MEDEF à Paris, à Roland-Garros, qui, comme beaucoup d'écologistes, a du bon sens, mais qui des fois fait un peu trop de politique et de calcul politique malheureux. Giorgia Meloni, première ministre... Présidente du Conseil italien. Oui, président du Conseil.
une femme engagée qui a appliqué ses idées et qui s'est entourée d'un monde économique qui a construit un programme dont elle a délégué la responsabilité et qui a pour l'instant, plutôt bien marché. C'est la bonne méthode. En tout cas, quand je pense, quels que soient les partis politiques, si ils laissent les chefs d'entreprise construire les programmes économiques, je pense que c'est une piste de réflexion intéressante, parce qu'au moins on sait de quoi on parle. Plutôt des technocrates. Exactement. Il nous en reste 3 à vous montrer. Fred? Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission européenne. On vous la souvient notamment pour le Mercosur, parce qu'on vient de reporter la ratification. Le Mercosur, je pense que c'est un sujet assez touchy. J'ai pas d'avis sur elle, je la connais pas. Mais sur le Mercosur, par exemple, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire comme chef d'entreprise? Alors, je pense que ça, c'est typiquement, ça fait 10 ans quand même que c'est dans les tuyaux, ouais. Donc on s'excite maintenant, mais je pense que ça mérite un vrai débat en fait sociétal, parce que la réalité, c'est que économiquement, en création d'emplois, on gagne, la France, je parle, on gagne à faire cet accord. Absolument, très largement. Très largement. Pour autant, il y a certains secteurs qui, potentiellement, qui peuvent perdre. Ouais, mais l'élevage en particulier. Et quand on parle en pourcentage, ça reste ridicule. Donc c'est du symbolique. C'est du symbolisme. C'est important le symbole. Mais le problème, c'est on n'explique pas et on ne fait pas de la pédagogie aux gens. Parce que la réalité, si les Français ne veulent pas acheter la viande de là-bas, ils n'achètent pas à leur supermarché, le supermarché n'achète pas la viande là-bas, et il n'y a pas de problème en fait. Sauf que les éleveurs disent la compétitivité nous est défavorable, ils vont arriver avec des prix inférieurs aux nôtres, et donc les gens achèteront parce que c'est moins cher. Donc le Français qui dit qu'il veut protéger son agriculteur, il doit pouvoir acheter sa viande plus cher. Ça, c'est une réalité qui aujourd'hui est factuelle. Après, ce qui est un peu, pour moi, qui me perturbe dans ces accords-là, c'est qu'on impose à la France et aux agriculteurs français une réglementation qui n'est pas celle de ces pays-là. Donc le produit sur le marché doit être soumis à la même réglementation. Sinon, il y a une distorsion de concurrence. Et c'est ça qui est injuste. C'est pas tant que la viande elle vienne d'ailleurs, c'est qu'elle vienne d'ailleurs avec d'autres contraintes et d'autres réglementations, notamment sur les normes d'hygiène. Ouais. On va finir avec le portrait de Donald Trump. Qu'est-ce qui vous inspire? Donald Trump est quelqu'un de libre, courageux, qui va au bout de ses idées. Pour ça, je le respecte, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je trouve que c'est bien d'avoir des gens qui vont au bout de ses idées. Moi, j'ai toujours été élevé dans un débat avec des gens très à gauche, des gens très à droite, au sein même de ma famille. Chez lui, le débat n'est pas possible, comme chez lui. Chez lui, en tout cas, il a ses idées, il les assume, même si ça déplaît au système. Oui, enfin, quand c'est Renaud Muselier, vous trouvez qu'il est trop fermé? Je suis pas d'accord avec lui. Ouais. Mais en tout cas, moi, je suis pas d'accord avec ses méthodes. Ce que je peux dire de Donald Trump, c'est qu'il défend ses citoyens avant toute chose. Et je pense que c'est ça qu'on a oublié en France, c'est qu'on est président de la France ou Premier ministre des Français avant des autres. Au détriment éventuellement du commerce libre. Une fois, on m'a posé une question en me disant qu'est-ce que vous pensez de la guerre en Ukraine? Vous êtes plutôt ukrainien ou russe? D'abord, j'ai pas les infos, mais ce qui est certain, c'est que si j'étais président de la République, je regarderais l'intérêt des Français avant l'intérêt des Russes et des Ukrainiens. Oui, l'intérêt pas forcément immédiat, mais celui des années à venir aussi. Des Français. Et des menaces qui se présentent pour les années des Français. C'est plus complexe aussi que le discours du immédiat. Exactement. Mais je pense que ce que fait Trump très bien, c'est que lui, il n'en a rien à faire des intérêts des Européens, des Chinois. Lui, il regarde l'intérêt des Américains. Et je pense qu'un homme politique ou un maire doit regarder l'intérêt uniquement de ses citoyens. Mais encore une fois, on pourrait dire que c'est du court-termisme. Parce que peut-être que l'intérêt, c'est peut-être de défendre l'Europe dans un peu plus long terme. Est-ce que si chacun pense à soi, ça mène pas au conflit aussi? L'intérêt général de ses citoyens, je précise du coup, pas l'intérêt personnel, c'est pas l'intérêt court terme. C'est l'intérêt, ça peut être un intérêt long terme. Bien sûr, mais ça c'est vrai que les choses sont plus complexes, effectivement. Vous pouvez faire un référendum à court terme qui explique qu'il ne faut pas le faire, et que pour autant la responsabilité du chef d'État est de le faire parce qu'à 10 ans c'est ce qu'il fallait faire. Tout à fait, absolument. Très bien, on va finir cet entretien si vous voulez bien avec la question perso que vous est posée par Nicolas Galup. Alors, Pierre Hippolito, à la présidence de l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes, l'UPE 06, 2023-2025, vous avez pris la lumière, c'est ce qui vous a révélé. Qu'est-ce que ça a changé en vous? Ça m'a permis d'être de plus en plus engagé et de comprendre les rouages de notre pays pour les bons côtés et les mauvais côtés, et de comprendre que le territoire est le plus important au-delà de la macroéconomie ou des gros discours grandioses. C'est le terrain qui compte, c'est la proximité,
Et c'est cet engagement ça m'a donné encore envie de m'engager encore plus pour essayer de changer les choses, à la fois dans mon entreprise, puis à la fois pour mon territoire. Merci Pierre Hippolito, merci de votre participation à cette émission. Merci à vous deux, merci beaucoup. Merci Nicolas de l'avoir co-animé. Merci Frédéric. en régie à Sophie Doncet et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi, d'avoir été fidèles à tous les rendez-vous de cette année. On observe la trêve des confiseurs, donc pas d'émission pour les 2 semaines qui viennent. On se retrouvera à la rentrée, à l'Anquevin, comme on dit. Merci à tous et très belle fête.